Vous faites bien de nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Le sommaire, jour J-22 avant le 8 mars 2016. Les préparatifs de la Journée internationale de la femme se poursuivent. Toutefois, commerçants et les tisseuses tous se plaignent de méventes et de ruptures de fil. Le constat dans ce journal. Sylvie, le nouveau système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation a été lancé ce matin. Objectif, lutter contre la fraude et la corruption. Renforcement de la sécurité nationale, l'appui des opérateurs de téléphonie mobile sollicités. Bienvenue à cette session. Plus de 2 semaines avant le 8 mars 2016, du côté des commerçants des pagnes tissées, c'est la désillusion. La clientèle se fait très rare. Même son des cloches du côté des couturiers. Le constat dans ce reportage de Samba Kassile Traoré. À 20 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme prévue pour le 8 mars, le constat semble amer chez les commerçants de pain confectionnés pour l'occasion qui se plaignent de manque de clientèle. On constate bien que, en tout cas cette année, ça n'a pas bien donné. Les clients ne se bousculent pas comme les années passées. Alors, donc, cette année, vraiment, on sent que le marché a un peu chuté. Voilà, et les clients ne viennent pas comme les années passées. On pense que c'est du fait que ils ont imprimé le pain le traditionnel, voilà, puisque les gens ne se donnent pas trop à ça comparativement au pain. Le marché du 8 mars, on l'attendait plus que ça. On l'attendait plus que ça. Actuellement, c'est lent, mais on pense que les gens sont en chemin. Je pense que c'est le coût. Le coût, si on avait le coût moins que ça, c'est sûr que les gens vont apprécier plus. Même constat chez les couturiers qui affirment que les années précédentes, ils étaient débordés à pareil moment. Bon, pas comme l'année passée. Parce que l'année passée, à pareil moment comme ça, là, non, c'était coincé. Mais cette année-là, on ne sent même pas. C'est à 8 mars même qui vient. Une seule raison explique ce manque d'influence aussi bien chez les commerçants que chez les couturiers, selon certaines personnes, qui est la cherté de ces pains de 8 mars. Bon, 8 mars, là, je n'ai pas payé parce que le prix, là, est beaucoup trop élevé. Bon, avant, là, ils avaient dit que c'était le pain, mais maintenant, ils ont fait sortir façon d'Anfani, mais c'est trop cher. 8 mars, là, parce que le prix, là, est très élevé. S'ils pouvaient diminuer le prix. Avec ou sans les pains de 8 mars, ces personnes affirment pouvoir fêter car selon eux, l'essentiel c'est d'être en bonne santé le jour de cette fête. Si les commerçants et les couturiers se tournent les pouces, les tisseuses de pagne face aux d'Anfani se plaignent également. Certaines déplorent la rupture dans la fourniture du fil de tissage et la flambée des prix. Pour elles, c'est ce qui explique le coût du pagne tissé. Samba Kassile Traoré pour plus de précision. C'est le pain traditionnel Faso d'Anfani qui est le pain officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Ce pain est tissé soit par des coopératives ou par des femmes de façon individuelle. Cependant, il est à remarquer qu'un problème majeur existe autour de la confection de ce pain lié au manque de fil. Il y a un problème de fil que nous rencontrons. Les fils se font rares et il n'y a pas de prix fixe. Nous ne savons même pas les raisons de ce manque de fil de tissage, mais cela entrave vraiment notre travail. Les prix diffèrent d'un jour à l'autre. Donc c'est la question de fil de tissage qui demeure notre problème majeur. Yvonne Ouedraogo nous informe que ce manque de fil de tissage est en majeure partie la raison de la cherté du pain traditionnel Faso d'Anfani. La rareté du fil de tissage explique en majeure partie la cherté du pain de 8 mars. Dans la mesure où le fil manque, son prix est élevé. Donc le prix du pain l'est aussi. Si toutefois le prix du fil était abordable, les pains se vendraient également moins cher. Je demande aux autorités de mettre un accent sur les travailleurs de coton. Si les autorités ont un œil très regardant sur les cotonculteurs et les entreprises travaillant le coton, c'est sûr que les problèmes de fil ne se poseront plus. Tout en ignorant les raisons concrètes de ce manque de fil, elle exhorte le gouvernement à trouver une solution afin qu'à l'avenir, cela ne se reproduise plus.
Autre actualité, pour lutter contre la fraude, la douane peut désormais compter sur Sylvie. C'est une plateforme de système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Elle a été lancée ce matin. Le projet a pour ambition de réduire le temps consacré aux transactions et de lutter contre la fraude. Elle regroupe plusieurs acteurs, notamment la Chambre de commerce, les opérateurs économiques et la douane. Des précisions, des détails avec Viviane Bama. Avec l'autorisation du Premier ministre, je voudrais donc déclarer lancer la plateforme Sylvie, le guichet unique électronique. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est ainsi parti pour l'application effective de Sylvie, le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et exportation. La cérémonie de lancement s'est effectuée sous l'œil attentif du Premier ministre qui n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur les avantages qu'offre la nouvelle plateforme. Le premier point, la fraude. Parce que moins il y a des manipulations manuelles, plus ça sécurise le système. Alors qu'avec ça, avec Sylvie, plus l'ancien système qui existait, qu'on appelle, je pense, ça s'appelle Sidonie, ça permet de diminuer considérablement les manipulations manuelles dans le traitement des opérations de dédouanement. Selon les simulations qui ont été faites, on s'attend à ce qu'on ait une augmentation donc, des recettes fiscales et douanières de l'ordre de 20%. Donc normalement, ça devrait nous rapporter, bon an, mal an, quelque chose comme 20 à 25 milliards de ressources douanières supplémentaires. Ce n'est pas rien. Outre ces multiples avantages, le système viendra faciliter le travail des acteurs de la douane, en plus de lutter contre la fraude et la corruption. Vous savez que parfois, avec les procédures manuelles, pendant que le camion est à Ouaga route, à Ouaga inter pour le dédouanement, les gens sont obligés de parcourir les différentes administrations pour réunir les documents pour maintenant attaquer, j'allais dire, la procédure de dédouanement. Vous êtes d'accord avec moi que cela constitue quand même un goulot d'étranglement assez important? Même motif de satisfaction du côté de la Chambre du commerce. Tout le monde gagne. Nous sommes tous gagnants dans l'opération. L'État gagne, les opérateurs économiques aussi. Imaginez, vous devez recevoir un conteneur de marchandises. Vous aimerez les avoir le plus rapidement possible. Désormais fonctionnelle, la plateforme Sylvie n'attend plus que les importateurs et exportateurs. Ceux-ci disposeront d'un délai transitoire de 3 mois à compter de février 2016 pour adopter le nouveau système. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, l'appui des opérateurs de téléphonie mobile a été sollicité ce matin par le ministre en charge de la sécurité. Simon Comporé a eu un face-à-face avec les responsables des 3 maisons de téléphonie. Les échanges ont porté sur l'identification obligatoire de toutes les puces, le renforcement de la collaboration avec les forces de défense et la qualité des prestations des réseaux mobiles. Hassan Nakro, reportage. Ce face-à-face entre Simon Compaoré, le ministre en charge de la sécurité intérieure, et les patrons des 3 réseaux téléphoniques s'articule autour de 3 points. Le premier point est relatif à l'identification des puces, le deuxième concerne la collaboration de ces réseaux avec les forces de sécurité et le troisième point fait état de la qualité des prestations de ces réseaux pour leurs clients. Nous, on estimait qu'il fallait qu'on les appelle et qu'on leur demande de redoubler d'efforts pour que l'identification là soit réelle et totale et que personne ne soit détenteur d'un téléphone avec une puce dedans qui n'ait été identifié. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir qui est qui. Deuxièmement, il y a l'autre aspect qui est que lorsque les forces de gendarmerie ou de police sont à la trousse de certaines personnes, des bandits ou des terroristes, on a besoin d'un certain nombre de précisions par rapport aux communications, aux machins. Donc, les sociétés de téléphonie là, peuvent donner un certain nombre de précisions qui permettent d'assurer véritablement la sécurité des populations. Du côté des patrons des réseaux téléphoniques, le message semble bien passé. Je pense que c'est une approche que nous souhaitions depuis longtemps et qui vient d'arriver à point nommé. Donc, c'est très encourageant en tout cas pour nous. D'avoir exprimé tout simplement l'état des lieux actuellement, de comprendre encore plus et mieux la position des autorités. Et je pense que l'ONATEL et Telmop travaillent d'arrache-pied pour être
en conformité avec les exigences du cahier des charges et les exigences des autorités. Les administrateurs de ces réseaux ont aussi souligné quelques difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain avec les populations, surtout au niveau des implantations des pylônes pour renforcer la qualité du réseau. À ce niveau, le ministre a suggéré de maximiser sur la communication avec la population afin de leur permettre de comprendre le bien fondé de leur projet. Et face à la polémique de plus en plus grandissante autour de l'existence des associations Koglo-Goyogo, le ministre de la Sécurité s'est voulu très clair aujourd'hui. Pour Simon Komporé, vu l'insécurité, les multiples appels à la collaboration de tous, on ne saurait parler de suppression de ces structures d'autodéfense. Le ministre Komporé estime qu'il convient de les canaliser. Hassan Akro nous en dit plus. Pas question de supprimer les associations Koglo-Goyogo, c'est du moins l'avis du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité intérieure au regard du degré de l'insécurité qui plane actuellement sur notre pays. Alors, le contexte actuel dans lequel nous évoluons, là, au moment où nous appelons de tous nos voeux la population à collaborer, les journalistes à collaborer, les transporteurs à collaborer, les hôteliers à collaborer, les gens des marchés à collaborer, les paysans à collaborer, les éleveurs à collaborer, les bergers à collaborer, tout le monde. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir des positions qui peuvent ne pas être comprises. C'est pourquoi on a dit, pour ces Koglo-Goyogo, il convient d'abord de leur indiquer la voie qui sied. Et la voie qui sied n'est rien d'autre que leur reconnaissance légale et une canalisation de leurs actions. Se faire reconnaître. Et donc, ils doivent déposer un dossier. Un dossier qui va être étudié par la direction générale, la structure compétente du ministère. Deuxièmement, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des auxiliaires, ils ne sont pas des officiers de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire, c'est les gendarmes, les policiers. Donc, ça veut dire que quand ils arrêtent quelqu'un, ils doivent amener cette personne-là, remettre cette personne entre les mains de la gendarmerie ou de la police. Pour le ministre, leur rôle est primordial pour le renforcement de la sécurité actuelle. Comme cette organisation où il faut exercer un peu de muscle pour arrêter des malfrats qui tuent, parce que quand ils arrivent, ils ne demandent pas, il y en a qui demandent l'argent, mais il y en a qui demandent l'argent et puis on vous tue. Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si dans l'affaire de la sécurité, là, nous ne voulons pas impliquer correctement les populations, on va avoir des problèmes. Même si on nous amène des chars, des armes les plus perfectionnées, tout cela, ça ne serait qu'un amas de ferraille. Pourtant, les magistrats demandent le démantèlement pur et simple de ces associations car les sanctions infligées aux présumés coupables sont illégales. Poursuivons cette édition. Une nouvelle organisation de la société civile vient de voir le jour. Le cadre d'expression démocratique a été officiellement présenté aux médias. Ce cadre entend jouer le rôle de véritable contre-pouvoir. Au cours d'un point de presse ce mardi, Pascal Zeida, l'un des membres du cadre, est revenu sur l'existence des Koglo-Goyogo. Pour lui, je cite, « On ne peut pas aujourd'hui retirer le rôle des forces de défense et de sécurité pour le confier à une milice privée. » Fin de citation. Et soulignant que le cadre est composé de mouvements populaires des jeunes, MPJ, l'Alliance pour la défense de la patrie, ADP, la Convergence citoyenne et panafricaine, CCP, et l'Association Jeunesse pour le développement du Burkina Faso. Et l'administration publique burkinabé a été longtemps accusée de lenteur dans le traitement des dossiers. Et pour rompre avec cette réalité, la modernisation de l'administration est au cœur d'une session ordinaire débutée ce matin. Ibrahim Zongo, reportage. Le gouvernement burkinabé veut être davantage plus proche de sa population à travers les services rendus. Et pour y parvenir, il entend moderniser l'administration. Une préoccupation qui réunit ce mardi 16 février 2016 les ministères concernés sur la question. Comme nous le savons tous, les administrations, bien souvent, tendent à travailler pour elles-mêmes plutôt que de travailler pour les populations. Donc il s'agit d'inverser cette tendance, de faire en sorte que dans toutes les administrations, il y ait une prise de conscience générale
sur la mission qui doit être celle d'une administration publique, c'est-à-dire rendre service à son employeur qui est le peuple burkinabé. Cette tranche du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration PSDMA couvrant la période 2015-2019 est destinée à rendre plus efficaces 3 ministères. La fonction publique, bien sûr, le ministère de la Justice pour l'accélération de toutes les procédures et le ministère de l'Éducation nationale parce que ce ministère gère le plus grand nombre de fonctionnaires et on veut que la célérité dans le traitement des dossiers de ces fonctionnaires-là soit vraiment à l'ordre du jour. Le programme de modernisation de l'administration publique sera presque entièrement financé par la Banque mondiale. Et si le Burkina a pu bénéficier de cet appui de la Banque mondiale, c'est en raison de sa gestion axée sur les résultats et connue sous le nom de Programme pour les résultats en français ou Programme for Results, P4A en anglais. Le P4A appuie la mise en œuvre du programme du gouvernement et met plus l'accent directement sur les résultats en faisant de la base de décaissement. Les résultats sont au cœur du programme pour des résultats. Les décaissements seront liés à la réalisation des résultats tangibles et vérifiables. Cette session ouverte ce mardi 16 février est donc consacrée à l'examen et à l'adoption du plan de travail budgétisé annuel 2016 du PSDMA, entre autres. Autre information, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure demande un audit organisationnel et financier de la gestion du pèlerinage Hajj 2015. À travers cette annonce, le ministre Simon Komporé a donné une suite favorable à la requête de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui réclamait l'audit du Hajj 2015. Et dans son communiqué, il est précisé que c'est le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement qui a été saisi pour diligenter cet audit. L'indépendance de la justice sur le plan matériel financier n'est toujours pas une réalité au Burkina. Le sujet a été longuement évoqué ce matin lors d'une audience entre la présidente du Conseil supérieur de la magistrature et le président du Faso, Roch Kaboré. Cheikh Omar Bandaogo, reportage. La révision constitutionnelle opérée le 10 novembre 2015 par le Conseil national de la transition a consacré la séparation entre le pouvoir exécutif et celui judiciaire. En effet, le président du Faso n'est plus depuis ce jour le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais du côté de ce conseil, la rupture se heurte encore à des difficultés. Effectivement, avec la révision des textes, surtout la Constitution, le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les textes ont fait la déconnexion. Mais dans la réalité, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Au plan matériel, au plan financier, même au plan de locaux. Avant, on se réunissait à la salle polyvalente de la présidence. Aujourd'hui, on est obligé de louer un local pour pouvoir nous réunir. Si le Conseil supérieur de la magistrature déplore des difficultés liées à sa nouvelle autonomie, c'est tout le corps des magistrats qui réclame une véritable indépendance. Indépendance qui se veut plus morale. Non, ce n'est pas une entrave d'ordre matériel et financier, il y a d'ordre moral aussi. Parce que, en fait, l'indépendance de la magistrature, ce n'est pas au bénéfice des magistrats, c'est surtout au bénéfice des justiciables. Parce qu'un magistrat qui a un dossier de justiciable, il doit avoir l'indépendance, il ne doit pas avoir de pression, d'où qu'elle vienne, il doit avoir l'indépendance pour trancher un dossier. Mais à en croire les responsables du Conseil supérieur de la magistrature à leur sortie d'audience avec le président du Faso, le bout du tunnel n'est plus loin. Il a eu une oreille attentive aux préoccupations. Mais seulement actuellement, il y a des petits problèmes au niveau du budget. Je pense que une fois que ces problèmes seront réglés, il est dans les bonnes dispositions en tout cas pour nous écouter. Nous sortons confiants de cette rencontre. Plus que quelques détails d'ordre financier donc à régler et le troisième pouvoir connaîtra une indépendance telle qu'il l'a toujours souhaité.
Après avoir longtemps lutté pour le changement de régime sous Blaise Compaoré, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a été désigné chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso. Et cela depuis le 27 janvier 2016. D'anciens ministres de l'économie et des finances sous l'ancien régime président de l'UPC, Zéphirin Diabré est un homme politique à un long parcours. Allons à la découverte de l'homme avec Ibrahim Zongo. Né le 26 mars 1959 à Ouagadougou, Zéphirin Diabré est économiste de formation et titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de la faculté d'économie et de gestion de Bordeaux en France. Il est élu député en 1992 sous la bannière de l'ODPMT, mais cède son fauteuil à son suppléant pour occuper respectivement les postes de ministre de Commerce, de l'Industrie et des Mines entre 1992 et 1994, de ministre de l'Économie et des Finances entre 1994 et 1996, de président du Conseil économique et social entre 1996 et 1997. Zéphirin Diabré quitte le CDP, créé à la suite de la fusion de l'ODPMT avec d'autres partis pour des raisons de divergence et opte pour une carrière internationale. D'abord chercheur à l'université américaine de Harvard, puis directeur général adjoint du PNUD et ensuite directeur Afrique et Moyen-Orient du groupe Areva, Zéphirin Diabré a choisi de retourner au Bercail. En mai 2009, Zéphirin Diabré annonce déjà les couleurs de l'alternance en organisant un forum sur le sujet à Ouagadougou. Le 1er mars 2010, il crée avec d'autres camarades l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, un parti d'opposition qui milite pour l'alternance démocratique. Aux élections couplées législatives et municipales de décembre 2012, son parti, qui n'avait pas encore 2 ans, a créé la surprise en arrachant la 2e place dans l'arène politique du Burkina avec 19 députés, 19 maires et plus de 1600 conseillers municipaux. Grâce à ces résultats, Zéphirin Diabré a pris les rênes de l'opposition politique burkinabé. Le premier chantier auquel il s'est consacré fut la crédibilisation et l'unification de cette opposition divisée qui n'avait pas la confiance de l'opinion publique. Le nouveau chef de file de l'opposition s'est attaqué au projet du Sénat du président Blaise Compaoré qui visait, selon les opposants, à modifier les clauses limitatives du nombre de mandats présidentiels. Le 28 octobre 2014, soit 2 jours avant le vote du projet de loi portant révision de l'article querellé, devant les militants de l'opposition à la place de la nation, Zéphirin Diabré a prononcé cette phrase qui a frappé tous les esprits. Maintenant, ça passe ou ça casse. 3 jours après, soit le 31 octobre, le président Compaoré abandonne le pouvoir en plein midi sous la pression populaire, laissant ainsi le champ libre à une alternance réelle au sommet de l'État. Pressenti comme l'un des grands favoris de la compétition électorale du 29 novembre 2015, Zéphirin Diabré arrive 2e, loin derrière Roch-Marc Christian Kaboré, élu président du Faso. Au soir du 30 novembre 2015, avant même la publication des résultats par la CENI, Zéphirin Diabré reconnaît sa défaite et déclare « Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité des résultats ». Malgré l'ouverture du président Roch-Marc Christian Kaboré de former un gouvernement d'union avec les partis de l'ancienne opposition, Zéphirin Diabré et son parti décident de jouer le contre-pouvoir auprès d'autres partis comme le CDP, l'ADF-RDA et la NAFA. Avec 33 députés à l'Assemblée nationale, Zéphirin Diabré jouit désormais des avantages et privilèges de chef de file de l'opposition politique du Burkina depuis le 27 janvier 2016. Poursuivons ce journal en allant à Bobo Dioulasso dans le cadre de sa tournée pour toucher du doigt les réalités que rencontre la presse régionale. Le ministre de la Communication a été reçu dans les locaux de l'Express du Faso. Le ministre Rémi Fulgence Dandinou a ainsi recueilli les difficultés que rencontre ce quotidien d'information. Des précisions avec Josias Dabiri. L'Express du Faso est le seul quotidien édité à Bobo Dioulasso. Malheureusement, les systèmes de finances non décentralisés causent des préjudices à ce quotidien privé. C'est envie de connaître les réalités que vivent ce journal et son personnel que lors de son passage à Bobo Dioulasso, le ministre de la Communication chargé des relations avec les parlements, porte-parole du gouvernement, est allé visiter et féliciter le travail que ce journal abat au quotidien. Il y a la nécessité de reconnaître le travail qui est fait par la presse régionale. Et à la faveur donc de ce déplacement-là, je voudrais féliciter
l'un des premiers quotidiens produits en région depuis plus de 10 ans aujourd'hui et qui tient la route. Il s'agit de l'Express du Faso. Dans l'entretien direct avec le ministre, les rédacteurs en chef déballent les problèmes qui vivent le journal. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un certain nombre d'activités qui sont décentralisées au niveau de Bobo, où les directions régionales souvent veulent nous prendre en compte, mais vous vous rendez compte qu'au niveau central, on dit non, nous avons ficelé tout à partir de Ouaga avant d'arriver. Donc ça pose un réel problème. Ce n'est pas seulement l'Express du Faso qui est concerné, mais c'est tous les médias qui sont décentralisés. C'est aussi tous les autres services qui sont concernés par cette situation ou cette attitude, si vous me le permettez, qui fait qu'on quitte Ouaga pour venir réaliser ou faire un certain nombre de choses à la place de ceux qui sont là et qui devraient pouvoir le faire et qui sont peut-être même plus aptes à le faire. Et au ministre en charge de la communication de rassurer. Nous allons donc faire un plaidoyer pour qu'effectivement au niveau des ministères, cette situation-là soit revue afin effectivement que la publicité étatique qui constitue quand même une part importante de la manne publicitaire aujourd'hui soit également répartie à justice à travers les directions régionales et les organismes décentralisés et que ça touche, c'est pas seulement Boum, que ça touche dans toutes les communautés, les médias qui y travaillent. Responsables et personnels des éditions de l'Express du Faso pensent avoir trouvé une oreille attentive à leurs problèmes et espèrent un début effectif des solutions pour remédier à ces problèmes qui, du reste, sont les préoccupations des organes des prêtres de Bobo Dioulasso. La route a encore fait des victimes. 3 personnes ont été tuées et 17 autres blessées hier soir dans un accident survenu aux environs de Gawa dans le sud-ouest. Le véhicule accidenté transportait 24 passagers et venait de la Côte d'Ivoire. Selon un rescapé, une des routes du véhicule, qui était d'ailleurs surchargée, a éclaté alors qu'il roulait à vive allure. Les journalistes membres du réseau d'initiative des journalistes ouest-africains pour la coopération et le développement IJACODE ont pris connaissance aujourd'hui du contenu de la Charte nationale de solidarité. Il s'agit au terme de cet atelier de formation de permettre à l'opinion publique d'avoir l'information juste concernant cette charte. Reportage Joël Zoundi. Des journalistes en formation sur la Charte nationale de solidarité, une initiative du réseau initiative des journalistes ouest-africains pour la coopération et le développement IJACODE, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. L'objectif de cet atelier avec le directeur général de la Solidarité nationale, Boukari Sawadogo. Alors, cet atelier vise essentiellement l'information et l'appropriation avec les journalistes membres de l'IJACODE sur le contenu de la Charte nationale de solidarité. Parce que vous savez, nous souhaiterons dans ce partenariat qu'à terme, les journalistes puissent être des relais pour nous permettre au niveau des communautés d'avoir l'information juste par rapport à la solidarité. Fruit d'un partenariat entre IJACODE et le ministère en charge de la solidarité nationale, les journalistes au sortir de cette formation sont appelés à être des relais de la Charte nationale de solidarité. Cet atelier qui regroupe en tout cas une quarantaine de journalistes vise à les former sur les rudiments de la Charte nationale de solidarité. C'est d'aller sensibiliser, c'est d'aller à travers les émissions radiophoniques, à travers des forums dans les régions, à travers les grands reportages, à travers des enquêtes, à travers les caravanes de prêt dans les 13 régions. Un atelier qui permettra aux membres de ces réseaux-là de se familiariser avec les textes qui régissent la solidarité nationale au niveau du Burkina. Alors, les différentes communications que nous avons déjà suivies nous permettent de voir déjà qu'est-ce qui est fait en matière de solidarité pour davantage unir les Burkinabés. Pendant 2 jours donc, les journalistes vont se familiariser avec la Charte nationale de solidarité adoptée en décembre 2009. Le document est composé de 5 chapitres et de 18 articles. À présent, l'actualité sportive, elle est dominée ce mardi par l'affaire Serge Aurier. La polémique a été largement commentée sur les réseaux sociaux et les médias. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier, a proféré des insultes à l'égard de l'entraîneur du club, Laurent Blanc. Cette affaire pourrait avoir un impact sur la préparation des Parisiens qui jouent contre Chelsea. Et cette autre information qui vient de nous parvenir, l'ancien président français Nicolas
Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Une information qui émane du parquet de Paris. Et autre information, l'Afrique pleure l'un de ses fils. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, est mort ce mardi à l'âge de 93 ans. De son vivant, l'homme a occupé plusieurs postes de haute responsabilité. Le diplomate égyptien Boutros Boutros-Ghali fut l'ancien ministre des Affaires étrangères des présidents égyptiens. Il a aussi occupé le poste de secrétaire général à la francophonie. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.